En 2004, nous avions découvert que les 6 sages Turaga de Matanui avaient été par le passé des guerriers Toa ayant combattu le maléfique Makuta sur l'île de Metru Nui. Cette histoire s'était conclue sur la libération des Matoran amenés sur une nouvelle île, et surtout la transformation des Toa en Turaga. Sauf qu'en réalité, cette histoire était incomplète, et 2005 fut l'occasion de découvrir l'existence de ce chapitre oublié. L'histoire des Toa Ordika et des Visorak. Après avoir vaincu et scellé le corps de Makuta, les Toa s'appliquaient à escorter tous les Matoran de Metru Nui jusqu'à une toute nouvelle île baptisée Matanui. Cependant, les Matoran étaient trop nombreux pour être transportés en un seul voyage. Leur premier trajet leur aura permis d'amener une partie d'entre eux, ainsi que d'explorer un peu les environs de l'île, afin de s'assurer de sa viabilité. Mais il leur fallait désormais retourner sur Metru Nui pour aller sauver le reste des habitants. Seulement, le voyage ne se déroula pas comme prévu. Pris dans une violente tempête, l'embarcation des Toa vacilla avant de s'échouer sur la côte de Metru Nui. Une fois tous remis, ils avancèrent sur la terre ferme, toujours déterminés à aller chercher les Matoran. Mais l'endroit était étrange, comme si Metru Nui avait muté durant leur absence. Un brouillard verdâtre occupait l'espace, et des sortes d'épais filins désordonnés parcouraient les lieux. C'est dans ce contexte que les Toa avancèrent vers leur objectif, mais à peine ils eurent le temps de s'interroger sur leur environnement, qu'ils se firent attaquer par surprise, se retrouvant paralysés puis inconscients. Plus loin sur Metru Nui se trouvait un certain Sidorak qui trônait au milieu des créatures qui avaient attaqué les Toa. C'étaient les Visorak, des Raïs qui avaient profité du cataclysme de Metru Nui provoqué par Makuta pour se libérer des archives et envahir l'île. Tous obéissaient à Sidorak, leur souverain. Dans son entourage se trouvait une certaine Rudaka, dont l'objectif secret était de libérer Makuta, que les Toa avaient récemment enfermé dans une prison de cristal. Lorsqu'ils reprirent connaissance, les Toa se trouvaient dans des cocons suspendus au-dessus du vide, incapables de bouger. C'est alors que les cocons se mirent à scintiller, avant de se décomposer, faisant chuter les Toa. Fort heureusement pour eux, leurs corps furent interceptés par des créatures volantes, qui se présentaient sous le nom de Raaga. Une fois au sol, les Toa se rendirent compte qu'ils avaient changé. Leur corps avait muté suite à l'attaque des Visorak, mais leur esprit également. Ils semblaient désormais plus distants et méfiants les uns envers les autres. En plus de lutter contre le mal, il leur fallait désormais lutter contre eux-mêmes. Les Raaga expliquèrent aux Toa qu'ils avaient été infectés par le venin des Visorak, et que s'ils ne le neutralisaient pas à temps, cette mutation deviendrait alors permanente. Ils leur recommandèrent d'aller à la rencontre d'un dénommé Kitongu, qui pourrait leur permettre de récupérer leur apparence d'origine. Pour appuyer leur crédibilité, ils leur révélèrent que par le passé, ils étaient eux aussi une équipe de guerriers Toa, avant d'être physiquement altérés par Rudaka. Les Toa avaient donc désormais un objectif. C'est au cours de ce périple, durant lequel ils durent réapprendre à s'entraider, qu'ils récupéreront au passage un certain masque de lumière, un artefact légendaire qui avait été caché par les Raaga. Désormais emprisonné dans un morceau de pierre afin d'éviter qu'il attire l'attention, le légendaire masque de lumière était donc désormais entre les mains des Toa. Et oui, il s'agit bien là du fameux masque que l'on a découvert pour la première fois en 2003, lorsque ce dernier donna naissance au Toa de lumière, Takanuva. Car pour rappel, 2004 et 2005 se déroulent avant les événements narrés de 2001 à 2003. Et donc à nouveau, tout se recoupe et une nouvelle boucle est bouclée. Mais du côté de nos Toa, c'est encore loin d'être terminé, puisque, affecté par sa mutation, Vakama s'anima d'une colère soudaine, ce qui le poussa à quitter le groupe. Désormais isolé, Vakama croisa la route de Rudaka, qui lui proposa une alliance. Profitant de son esprit corrompu, et grâce à ses capacités de manipulation, Rudaka parvint à convaincre Vakama de rejoindre son camp. Pour Rudaka, le Toa du feu était un avantage de poids, à la fois en tant qu'appa, mais également parce qu'il connaissait très bien les autres Toa. Vakama rencontra alors Sidorak, et pour prouver sa valeur, il lui apporta 5 des 6 Raaga. Séduit par cette preuve de loyauté, Sidorak lui offrit la possibilité de commander la horde de Visorak. Vakama se sentit revivre. Lui qui eut toujours du mal à endosser le rôle de leader au sein de son propre groupe, il avait enfin le sentiment d'être écouté et respecté. De leur côté, les autres Toa étaient partis à la recherche de ce fameux Kitongu. Norik étant le seul Raaga toujours présent aux côtés des Toa, il leur informa de la trahison de Vakama et les guida vers Kitongu en leur confiant un indice trouvé dans les archives du grand temple de Metru Nui. Suivez les larmes tombant vers Kometru jusqu'à ce qu'elles atteignent le ciel.
Les 5 Toa restants se mirent alors à suivre un cours d'eau se prolongeant jusqu'aux froides régions de Kometru. À cet endroit, l'eau était devenue glace et pointait vers le ciel. Comme prévu, c'est ici qu'ils trouvèrent Kitongu. Mais une fois face à lui, il déclara aux Toa que pour l'instant, ils ne pouvaient rien pour eux et qu'ils devraient d'abord se battre sous cette forme afin de maîtriser leur nouveau pouvoir. En revanche, il était prêt à leur prêter main forte en vue de la bataille à venir. Les Toa se dirigèrent alors vers le Colisée de Metrunui, dans lequel se trouvaient Sidorak, Rudaka et Vakama. À l'aide de leur nouveau pouvoir et accompagnés par Kitongu, ils affrontèrent la horde de Visorak afin de se frayer un chemin vers Vakama qu'ils étaient venus récupérer. Pendant que la bataille faisait rage, Norik partit libérer ses compagnons Rahaga, tandis que Kitongu, de son côté, s'occupa de Sidorak qu'il supprima sans difficulté. Vakama était face à son frère d'armes Mataou, suspendu au-dessus du vide. Ce dernier essaya de le raisonner. Il lui rappela que leur mission initiale était de sauver les Matoran, et qu'il devait donc les rejoindre afin d'accomplir son devoir. Mataou tomba, et dans un éclair de lucidité, Vakama le rattrapa en vol. Il était, semble-t-il, revenu à la raison. Comme Vakama avait toujours le pouvoir de commander la horde de Visorak, il leur ordonna de fuir et de reprendre leur liberté. Sidorak était mort, et les Visorak avaient déserté le champ de bataille. Rudaka se retrouva alors seul. Les Toa utilisèrent conjointement leurs pouvoirs élémentaires et les dirigèrent vers Rudaka. Mais celle-ci riait. Elle ne semblait pas attristée par sa mort imminente, car en réalité, elle gardait précieusement en elle un fragment de la prison de Makuta. Cette même prison qui avait été formée grâce à ces mêmes pouvoirs élémentaires provenant de ces mêmes Toa. Sans le vouloir, il venait de libérer Makuta de sa prison de cristal. Une ombre apparut brièvement et absorba le corps de Rudaka. Et oui, c'est donc pour ça que Makuta était toujours présent lors des événements de 2001. En réalité, la victoire des Toa Metru racontée dans le précédent épisode aura été de courte durée. Mais fort heureusement, grâce aux événements déjà racontés, on sait que Makuta échouera de nouveau face à une toute autre génération de Toa. En tout cas, du côté des Toa de Metrunui, malgré une victoire en demi-teinte, il était temps pour eux de terminer leur mission. Kitongu utilisa ses mystérieux pouvoirs afin de soigner les Toa, et ainsi leur rendre leur corps d'origine. Les Toa partirent alors sauver les derniers Matoran de Metrunui, afin de les déposer sur Matanui, comme il était prévu au départ. Et donc, comme raconté dans le précédent épisode, c'est sur la côte de l'île de Matanui que les Toa Metru deviendront des Turaga, guidant les Matoran sur une toute nouvelle terre, sur laquelle ils vivront d'autres aventures. Tout se recoupe, et la boucle est à nouveau bouclée. Comme à chaque épisode de cette série de vidéos, il faut garder en tête qu'il s'agit toujours d'une version condensée des événements racontés à l'époque. L'univers de Bionicle est en réalité bien plus vaste et complexe, et le format que j'ai choisi d'adopter m'impose de faire des raccourcis et des omissions. Aussi, si vous souhaitez en savoir un peu plus, je vous renvoie vers le site de Nuvapedia, une encyclopédie très complète et entièrement rédigée en français. Merci de m'avoir écouté, on se retrouvera peut-être un jour pour parler des événements de 2006, de Voyanui, des Piraka et du Masque de Vie.